il est toujours possible de se battre pour le mieux. Il y a un film qui est sorti en France, que j'ai vu il y a quelques jours, qui s'appelle Les Héritiers, qui est un film admirable et qui devrait, je crois qu'on devrait supprimer toute conférence de François Hollande aujourd'hui sur l'éducation et rendre obligatoire ce film. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une classe défavorisée d'un collège de Créteil que l'école a abandonné. Des Français d'origine maghrébine, des Français d'origine africaine, mais en fait, ce sont des cas sociaux. Les parents sont divorcés, absents, tout ce que l'on veut. Et tout le monde les a abandonnés, se disant de toute façon, ils ne peuvent pas avoir leur bac, c'est fini, sauf la professeure principale, professeure d'histoire, qui va décider d'amener cette classe au concours sur la Seconde Guerre mondiale et la déportation. Et elle leur dit cette phrase essentielle: j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Et on va voir le rejet de parler d'un terrorisme spécifiquement moyen-oriental tient à la rencontre entre la culture d'humiliation d'un ensemble géographique et culturel qui a le sentiment qu'il n'est plus maître de son destin depuis des siècles, que son histoire lui est imposée par d'autres. Et la frustration intense de type économique, social, culturel, d'un certain nombre de jeunes qui, se trouvant abandonnés par la société, ghettoisés. Manuel Valls, hier, a parlé d'apartheid, qui est un mot très très fort pour parler des banlieues, peuvent sombrer dans le fanatisme pour exister. Vous existez en tant qu'association parce que ensemble, vous contribuez à donner la vie, à sauver la vie. Ils existent individuellement parce que leur existence se définit par donner la mort. Et en réalité, leur mort donne un sens à leur vie. Car leur mort est tout aussi importante, si j'ose dire, que de tuer. Dans ce schéma tragique, il y a cette dialectique. J'existe en les tuant et en mourant. Revenons sur le premier point, la culture d'humiliation. Je crois qu'elle est importante. Les historiens ont tendance à dire que la renaissance du monde islamique, les temps les plus glorieux, se conclut vers le XVe siècle. C'est-à-dire au moment où va s'ouvrir la Renaissance dans le monde occidental. En 1453, l'histoire chrétienne est définie par les Ottomans. Et l'Égypte, encore de Farouk, est un pays plein d'espoir. 50 ans plus tard, la Corée est un tigre miraculeux au sein de l'Asie dynamique, et le Moyen-Orient est toujours
dans un état assez catastrophique qui ne réussit qu'à travers le pétrole. Et donc ce sentiment d'être condamné à l'échec. J'ai un souvenir très fort. En 2000, je préside à l'université d'Ifrane, au Maroc, université créée par l'Arabie Saoudite et le Maroc, les rois d'Arabie Saoudite et du Maroc, un séminaire sur la mondialisation à destination pour l'essentiel, d'occidentaux. Et les étudiants entendent parler de ce séminaire, ils viennent me voir le soir, et ils me disent « Ah monsieur, la mondialisation c'est très très bien, mais c'est pas pour nous. Ça ne marchera pas chez nous. Ou alors, si ça marche pour nous, c'est parce que individuellement, on aura quitté le Maroc. » Donc un sentiment d'échec très grand. Et d'une certaine manière, ce qu'on a appelé le printemps arabe, et qui est devenu pour beaucoup l'hiver fondamentaliste, n'a fait que conforter ce sentiment. Ça ne peut pas marcher. Et ça a marché miraculeusement encore un peu en Tunisie, mais la Tunisie est l'exception. Elle n'est pas la règle. Donc comment dépasser cette culture d'humiliation qui est fondamentalement la traduction d'un manque de confiance en soi et d'une absence de vision de l'avenir. Au fond, quand on interrogeait un des frères d'un des kamikazes de 9/11, du 11 septembre 2001, aux États-Unis, il avait dit mon frère me disait toujours que sa vie était comme une fourche entre deux voies possibles. La première voie, c'était la réussite financière, économique, au sommet des tours de Wall Street. Et, avait-il dit à son frère, si je ne réussis pas, je réduirai en cendres ces tours d'arrogance. Autrement dit, je ne peux pas atteindre le niveau qui est le vôtre, mais je peux vous réduire au niveau qui est le mien. Et d'une certaine manière, cette culture d'humiliation, elle n'a fait que s'aggraver. Et nous avons contribué à son aggravation. La guerre en Irak en 2003 s'est traduite en réalité par la victoire de l'Iran chiite et l'humiliation de la majorité sunnite. Les critiques de l'administration Bush disaient, c'est quand même surprenant que vous aidiez vos ennemis et que vous affaiblissiez vos alliés. Et au lendemain de la révolution en Syrie, l'inverse s'est produit. L'Amérique avait rejeté tous les sunnites qui étaient derrière Saddam Hussein, renvoyant son armée, renvoyant ses services de sécurité, les condamnant à une opposition toujours plus dure. Et en 2011, 2012, plus encore 2013, les sunnites se sont sentis trahis par une Amérique qui, en réalité, après avoir dit qu'elle n'accepterait pas le franchissement d'une ligne rouge, l'utilisation d'armes chimiques contre la population, en réalité, a refusé d'intervenir. Et les cadres de Daesh sont, pour partie, les héritiers de l'armée de Saddam Hussein, pour partie, les héritiers des opposants au régime de Bachar el-Assad. Et on voit, on vient d'apprendre aujourd'hui, qu'il y a quelques soldats français dans la Légion étrangère
qui ont rejoint les rangs de Daesh et qui constituent des cadres supérieurs dans cette armée. Ils sont très peu nombreux. C'est anecdotique, mais c'est symbolique. Donc ça, c'est l'humiliation collective. Le deuxième point, c'est quand cette humiliation collective rencontre ces frustrations individuelles. Et là, bien entendu, on touche des problèmes très douloureux pour nous Français. Est-ce qu'on doit considérer que nous sommes responsables? Ce sont nos enfants. Ils avaient des passeports français, ils étaient nés français, ils sont des citoyens français. Ils ne se sont pas sentis suffisamment français. Et en réalité, vous avez l'échec de l'éducation, l'accélération de la marginalisation et de la radicalisation grâce aux prisons. Ils arrivent dans des prisons en situation d'échec et vous avez des prédicateurs qui vont les convaincre que Dieu les a réservés pour une tâche beaucoup plus noble, que leur échec en réalité n'est que la première étape de leur accomplissement, qu'ils vont devenir ce pourquoi Dieu les a créés, c'est-à-dire des fondamentalistes qui vont punir les mécréants, punir les criminels aux yeux du prophète. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est effectivement que vous avez des comportements, des tempéraments fanatiques. Est-ce que les hommes qui sont passés à l'acte au cours des derniers jours sont l'équivalent des nihilistes de la fin du XIXe siècle? Ils sont mus par une idée, et une idée radicale. Donc hier il fallait tuer des rois, aujourd'hui il faut tuer des juifs. Intéressant d'ailleurs, évolution. Et cette approche idéologique est incontestablement incontournable. Il y a des tempéraments extrêmes qui vont être canalisés dans une mauvaise direction si on n'arrive pas à les intégrer avant et faire en sorte qu'ils ne deviennent pas ce qu'ils sont devenus. Comment fait-on? Alors, je dirais, il y a 3 termes qui me paraissent clés. Le premier, c'est incontestablement la sécurité. Il faut se protéger. Nos démocraties sont doublement menacées par le terrorisme d'un côté et le populisme de l'autre. Et des démocraties faibles ne sont pas un rempart face au populisme. Mais cette réponse sécuritaire incontournable, indispensable, non seulement n'est pas suffisante, mais peut devenir un piège si elle ne fait qu'être la réponse et si elle devient sans commune mesure avec la nature de la menace. L'Amérique de l'après 11 septembre n'est pas un modèle, c'est plutôt un contre-modèle, un avertissement. Donc, la réponse sécuritaire doit être accompagnée d'une réponse, je dirais, dans les 3 mots qui fondent notre République. Vous avez liberté, égalité, fraternité. Les circonstances ont rajouté le mot sécurité. Mais en réalité, le mot fraternité n'existe plus. Et redécouvrir la fraternité, c'est fondamental. C'est pour ça que j'ai trouvé ce film, Les Héritiers, si bouleversant.
et si profond dans ce qu'il représente. Et il faut le respect. Le respect que l'autre va avoir de lui et le respect que nous allons avoir de l'autre. Et sur ce plan-là, il n'y a pas de modèle particulier. Simplement, je crois que nous devons faire preuve de modestie. Je participe tous les ans à une réunion franco-britannique où il y a 50 personnes de chaque côté, des ministres, des industriels. Et cette année, ça avait lieu vendredi dernier, un ministre britannique s'est tourné vers les Français et leur a dit, mais quand même, regardez nos délégations respectives. Chez nous, c'est beaucoup plus diversifié en termes de religion, de couleur de peau, d'origine. Chez vous, c'est quand même assez uniforme. Vous venez tous de la même origine. Certains diraient méchamment blanc et gris. Gris parce que hauts fonctionnaires sortant de l'ENA ou de Polytechnique. Nous devons ouvrir notre... Et le problème, c'est qu'on réussit beaucoup mieux en réalité qu'on ne le pense nous-mêmes. Mais simplement, les lois de la République font qu'il est impossible de donner quantitativement des statistiques de Maghrébins ou de Français d'origine africaine qui sont entrés à Polytechnique, qui sont entrés à l'ENA, etc., parce que c'est contraire aux lois de la République. Et nous sommes prisonniers de nos lois. Donc je dirais qu'il faut les ajuster. Et pour conclure, parce que je ne veux pas parler trop longtemps et laisser du temps à la salle et aux questions, le conflit israélo-palestinien là-dedans. Si on résout le conflit israélo-palestinien, il y aura quand même des terroristes, il y aura quand même des fondamentalistes, il y aura quand même un mouvement difficile. Mais si on le résout par miracle, on peut donner le sentiment que le progrès est possible dans cette région du monde. Que les Israéliens et les Palestiniens y sont arrivés. Pourquoi les Syriens entre eux, les Syriens, les chiites et les sunnites, les modérés et les radicaux, n'y arriveraient pas? Donc c'est une réponse nuancée. Certains diraient talmudique. Mais je crois que c'est la réponse honnête, qui est la seule possible. En conclusion, je reviendrai en 2 mots sur ce qui s'est passé en France et je parlerai de manière très personnelle. Comme beaucoup, j'ai été manifesté le 11 janvier, je me suis senti bien en manifestant dans cette France solidaire, unique, unie, plus ou moins. Mais en réalité, si j'étais Charlie ce jour-là, je n'ai pas toujours été Charlie. Et ma manière de me définir par rapport à mes valeurs va bien au-delà de Charlie. Et je dirais, personnellement, je suis beaucoup plus proche de la vision du pape ou du grand rabbin que de celle officielle de la République. Nous devons nous fixer des limites à la liberté d'expression. On ne joue pas avec des allumettes auprès d'un puits de pétrole. Insulter ce qu'il y a de plus sacré chez l'autre pour se faire plaisir n'est pas raisonnable et est contraire à ce que Max Weber appelait l'éthique de la responsabilité. On n'insulte pas le prophète Mahomet, on insulte pour les musulmans, on n'insulte pas le Christ pour les chrétiens, on ne dénie pas la réalité de la Shoah pour les juifs. Au fond, il y a une logique à condamner tout cela ensemble. Et le deuxième point, qui est une autre manière de respecter l'autre,
et de dire la vérité. C'est-à-dire que, quand même, les terroristes qui agissent en ce moment, ceux-là, ne représentent peut-être pas l'islam, et je suis sûr qu'ils ne représentent pas l'islam, mais ils agissent au nom de l'islam, ce qui traduit l'existence d'un problème spécifique à l'islam parmi les autres religions. Absence d'un pape qui puisse donner une vision claire d'en haut, qui soit acceptée par tous et toutes. Absence de l'équivalent d'un Martin Luther King qui puisse avec force et légitimité donner un message sans ambiguïté. Quand on écoute ou qu'on voit ce que dit en arabe Tariq Ramadan, il y a un vrai problème majeur. Il aurait dû être condamné par les autorités de l'islam depuis très longtemps. Voilà, j'ai parlé beaucoup trop longtemps. J'espère ne pas vous avoir trop déprimé après être parti sur une note fondamentalement optimiste au départ, mais je crois comprendre la réalité est essentiel si l'on veut agir sur elle. Et en réalité, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est actualiser l'esprit des Lumières, tel qu'il pouvait exister à la fin du XVIIIe siècle. Et actualiser l'esprit des Lumières, ça suppose passer par la compréhension d'un monde qui, contrairement à ce qu'il était à la fin du XVIIIe siècle, est en réalité beaucoup plus divers, beaucoup plus multiculturel. Comprendre l'autre, respecter l'autre, parfois se protéger de l'autre, ça n'est pas simple. Mais il y faut beaucoup de cœur, l'intelligence du cœur, comme on dit, et ce que vous faites en est la meilleure démonstration. Voilà. Merci beaucoup.